Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette 23e édition des Jeudis de l'Ordre. Bienvenue encore, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Petite nouvelle formule, vous avez vu, petite flash info pour débuter ce Jeudi de l'Ordre. On va respecter ça, on va faire très vite, mais c'est deux informations importantes. Vous savez que la souffrance des soignants est un enjeu prioritaire pour le Conseil de l'Ordre. Et j'ai deux informations à vous partager, deux initiatives extrêmement positives. La première s'appelle Guérir en mer. C'est Marine Crest-Gully qui s'occupe de cette initiative. Vous tapez Guérir en mer sur Google, vous trouverez ça très facilement. L'idée est de faire participer des soignants en souffrance à des régates de bateaux. Et donc, en fait, on lance un appel pour, je dirais, avec deux axes. D'abord, si vous êtes médecin et que vous avez un bateau, signalez-vous auprès de nous, on transférera à Marine pour que vous participiez, que vous mettiez à disposition votre bateau le week-end pour participer à cette initiative. Et puis bien sûr, surtout, si vous êtes soignant, si vous êtes en souffrance, contactez-nous aussi et contactez Marine et vous pourrez bénéficier de ces sorties bateaux. C'est une initiative qui a maintenant plusieurs mois, qui se passe très bien, qui a beaucoup de succès et donc on vous encourage à y participer et à vous manifester. La deuxième initiative, elle est un peu du même acabit. Je dirais, c'est le côté maritime de Marseille qui joue son rôle pour la souffrance des soignants, pour lutter contre cette souffrance. Cette deuxième initiative, elle vient de Mathieu Coulange, qui est médecin hyperbariste à l'hôpital de Sainte-Marguerite et qui a participé il y a 2 ans maintenant à une grande étude scientifique sur le rôle de la plongée récréative pour l'amélioration des symptômes, en particulier de stress post-traumatique chez les victimes d'attentats. C'est quelque chose qui a eu lieu, qui est maintenant fini, qui a été publié. Et Mathieu lance une nouvelle étude du même type. C'est extrêmement bien conduit, comme toujours avec Mathieu. Et bien là aussi, les soignants en souffrance pourront être inclus dans cette étude et participer à un certain nombre de plongées récréatives avec une évaluation qui sera faite tout au cours de ce protocole. Donc là aussi, signalez-vous auprès de nous, on transférera à Mathieu et vous pourrez participer à cette étude. Voilà, je ne fais pas plus long parce que l'important, c'est notre invité de ce soir. Je suis très heureux d'accueillir le professeur Michel Timaratos. Michel, je t'en prie, qui est donc professeur de pédiatrie, qui est le directeur général adjoint de l'agence de biomédecine en charge des affaires médicales et scientifiques. Je crois que j'ai tout bien dit comme il fallait. Et qu'on a invité à nous parler ce soir de l'agence de la biomédecine. On s'est dit que ça rentrait tout à fait dans les missions d'information du conseil départemental. C'est une agence qui a un rôle important aujourd'hui en France et on a la chance d'avoir un Marseillais aujourd'hui à sa tête et qui va venir nous présenter tout ça. Voilà, je lui laisse sans plus attendre la parole. Merci encore d'être là, Michel. Merci beaucoup, Guillaume. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravi d'être dans cette maison qui a été pendant très très longtemps le Conseil de l'Ordre dont j'ai dépendu. Et maintenant, je suis à Paris depuis le mois d'octobre 2021 et j'assure la direction générale médicale et scientifique de l'agence de la biomédecine. Alors ce soir, je vais vous parler de l'agence de la biomédecine, bien sûr, mais surtout de biomédecine. Juste pour préciser que je n'ai évidemment aucun lien ou conflit d'intérêts et que j'ai un devoir de réserve. Et puis, pour rentrer directement dans le vif du sujet, quand on a échangé avant cette présentation, on a dit c'est quoi l'agence de biomédecine, à quoi ça sert, comment je peux m'y impliquer et quels sont les impacts sur mon activité. Alors, l'agence de la biomédecine est un opérateur de l'État. C'est une agence de santé, un établissement administratif, une personne morale avec une autonomie financière qui est administrée par un conseil d'administration et qui est dirigée par une directrice générale qui est magistrat. Aujourd'hui, elle est membre du Conseil d'État. C'est une agence qui est dotée d'un conseil d'orientation qui peut être saisi pour toutes les affaires éthiques, pour toutes les questions sur l'intérêt de faire évoluer des textes, par exemple, et d'un conseil médical et scientifique qui est une assemblée d'experts métiers qui vont éclairer
les propositions que l'agence pourra faire, soit vis-à-vis des professionnels, soit vis-à-vis de l'administration. C'est un établissement administratif qui relève du ministère de la Santé et dont la tutelle est assurée par la Direction générale de la Santé. Et aujourd'hui, l'Agence de la biomédecine, qui se situe en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, 1 avenue du Stade de France, à quelques centaines de mètres du Stade de France, compte environ 245 personnes qui travaillent à l'agence, dont une cinquantaine travaillent en région. Alors, à quoi ça sert ? Un opérateur de santé porte la politique du ministère de la Santé et des Solidarités. Il ne fait pas la loi, mais il l'applique et la met en œuvre sur un périmètre précis et souvent éclaire les pouvoirs publics par son expertise. Alors juste en dessous, je vous ai mis d'autres agences de santé que vous connaissez peut-être, dont vous avez déjà entendu parler, la NSM par exemple, ou l'EFS, l'Établissement français du sang. Ce sont des agences de santé également. Certaines sont beaucoup plus importantes parce qu'elles ont une présence en région bien plus importante que l'Agence de la biomédecine, mais ce sont toutes des opérateurs de santé. Alors l'agence, dans son environnement, doit discuter avec de très nombreuses parties prenantes. Les tutelles, nous en avons parlé, les agences régionales de santé, les pouvoirs publics, les sociétés savantes, les établissements de santé, des professionnels de santé parfois aussi, mais aussi les patients dans le cadre de la démocratie sanitaire, le public, et doit répondre aux sollicitations des médias sur les périmètres des métiers dont elle s'occupe. Et bien pour avoir cette présence et ces interactions, les outils numériques sont évidemment très largement utilisés avec, vous voyez, un site internet, avec un site dédié aux professionnels, un véritable portail d'interaction dont on va reparler plus tard, et puis bien entendu tous les réseaux, Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook, qui servent à échanger avec toutes les parties prenantes. 10 sites d'information et sites internet spécifiques sont animés, organisés et entretenus par l'agence. Vous les voyez là qui s'affichent, et il y a un lien, un fil Twitter et un lien LinkedIn sur lequel les professionnels peuvent aller consulter soit l'information, l'actualité, soit des aspects plus spécifiques. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Alors les valeurs que porte l'Agence de la biomédecine sont des valeurs qui sont fondées sur son expertise, crédibilité, efficacité, avec les valeurs de solidarité, les valeurs qui accompagnent l'idée du don d'une partie de son corps pour soigner. Des valeurs d'équité pour l'accès aux soins, des valeurs de transparence sur le fonctionnement et sur les règles appliquées dans ces champs de compétences, des valeurs éthiques et bien entendu des valeurs de solidarité. J'en ai parlé tout à l'heure, le don est au cœur de nos missions. Et le don est un acte généreux, citoyen et solidaire, comme l'étaient les principes de fondation de la sécurité sociale et de la prise en charge des maladies par un effet de solidarité. C'est ce qui a donné naissance à la sécurité sociale en 1945. Et ce sont ces valeurs qui garantissent la confiance des professionnels de santé, des patients, du public et bien entendu des tutelles avec qui nous interagissons. Alors les missions, vous voyez, il y en a plusieurs. Des missions d'encadrement dans les greffes d'organes, dans les greffes de cellules souches, dans la procréation médicalement assistée, dans les aspects de recherche sur l'embryon et dans la génétique humaine. Des missions de gestion de registres nationaux. Toutes les données d'activité qui sont collectées sur ces périmètres-là remontent dans des registres et ce sont des données de santé qui sont organisées par l'Agence de la biomédecine pour permettre ensuite d'utiliser ces données de santé pour améliorer nos pratiques, établir des règles de bonne pratique et éclairer les pouvoirs publics dans l'évolution réglementaire et législative. L'autorisation et le contrôle font aussi partie des missions de l'agence. On peut contrôler des établissements pour vérifier qu'ils respectent bien les règles de bonne pratique et autoriser également des professionnels.
souvent, les autorisations transitent par les ARS régionales, et c'est donc une interaction globale de l'ensemble des acteurs du soin qui vont concourir à mettre en place le cadre dans lequel va s'exercer l'activité professionnelle concernée par les missions de l'agence. Bon, vous voyez, je ne vais pas tous les énumérer, mais je voudrais attirer votre attention sur l'aspect promotion. Promouvoir le don, c'est une des missions de l'agence. Une des missions de l'agence qui va amener l'agence de la biomédecine à avoir une communication parfois très orientée sur le grand public, parfois plus spécifique. Si nous avons le temps tout à l'heure, je vous montrerai la forme que peut prendre cette communication pour sensibiliser les gens aux dons, le grand public aux dons, et parfois sensibiliser des publics particuliers à des dons spécifiques en fonction des besoins qui peuvent s'exprimer dans la société. L'agence est organisée avec 3 directions fonctionnelles, 3 directions fonctionnelles métiers, une direction qui concerne la greffe des organes et des tissus, une direction qui concerne la greffe des cellules souches hématopoïétiques et une direction qui concerne la procréation, l'embryologie et la génétique humaine. Et ce sont les arguments de l'agence. Et puis, il y a aussi 6 pôles transversaux qui nous permettent de mettre en œuvre la politique médicale de l'agence, c'est-à-dire de gérer l'ensemble des données, d'assurer la vigilance, d'avoir une veille documentaire et de pouvoir répondre aux demandes des différents groupes experts, puisque vous le verrez dans la suite de l'exposé, c'est à l'agence qu'échoit aussi le rôle d'organiser des groupes d'experts métiers pour pouvoir avancer et éclairer les pouvoirs publics dans leur rôle réglementaire et parfois législatif. Alors, je ne vais pas m'attarder très longtemps, mais il y a une direction médicale et scientifique, bien entendu, puis il y a aussi une direction des ressources, et il y a, parmi les 245 personnels qui travaillent à l'agence, il y a une partie qui servent aussi à faire en sorte que l'agence puisse travailler, une direction juridique, une direction des systèmes d'information, une direction des ressources humaines, et une direction financière. Alors, si on regarde à quoi correspond l'activité qui est concernée par les missions de l'agence, vous voyez qu'on peut en quelques chiffres se faire une idée. En 2021, on a réalisé sur le territoire français 5273 greffes d'organes. Pour réaliser ces 5273 greffes d'organes, on a dû utiliser les organes prélevés chez 1614 donneurs décédés qui étaient en mort encéphalique et 521 donneurs vivants. Et tout ça s'est fait dans les conditions de crise sanitaire que vous connaissez. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que 217 donneurs ont été prélevés selon le protocole Maastricht 3. Ce sont donc des personnes qui étaient décédées et dont le cœur s'est arrêté et qu'on a pu, avec un procédé chirurgical particulier, on a pu quand même profiter de leurs organes pour les greffer. Et donc, c'est un moyen innovant et très important pour répondre à la pénurie de greffons. On s'occupe aussi des greffes de tissus et je mentionne là 4444 greffes de cornée qui ont été réalisées en 2021. Si on s'intéresse aux autres directions, on a réalisé 1029 greffes de cellules souches hématopoïétiques. Et pour réaliser ces 1029 greffes de cellules souches hématopoïétiques, on s'appuie sur un registre des donneurs de moelle qui correspond à 337 830 personnes recensées que l'on peut solliciter pour donner leur moelle. Chaque année, on recense environ 23 000 nouveaux donneurs et il y a aussi environ 38 000 unités de sang placentaire que l'on a en banque et qui peuvent contribuer à répondre aux besoins des personnes qui ont besoin d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et puis, il y a le domaine de l'assistance médicale à la procréation,
27 180 naissances ont eu lieu après un projet d'aide médicale à la procréation. Et on a eu 836 nouvelles donneuses d'ovocytes et 317 donneurs de spermatozoïdes. J'attire votre attention que ça, ce n'est pas les chiffres de 2021, parce qu'en 2021, en raison de la crise sanitaire que nous avons connue, ce ne sont pas ces chiffres-là qu'on a. Donc j'ai pris des chiffres qui sont représentatifs de l'activité moyenne, mais qui, en 2021, c'était un petit peu plus bas. Alors, toute cette activité correspond à l'activité qui est réalisée par les praticiens localement. Alors souvent, pour ce qui est des greffes d'organes et de cellules souches dans des CHU, mais dans beaucoup de centres hospitaliers régionaux pour tout ce qui est le prélèvement, et puis pour la procréation médicalement assistée, il n'y a pas que le secteur hospitalier public, il y a aussi une très forte réponse en libéral, et donc beaucoup de gens sont concernés par cette activité. Ça correspond à un effort d'activité et de financement pour la sécurité sociale d'environ 266 millions d'euros par an. Donc ce n'est pas négligeable, ce sont des activités dont le périmètre est réduit, et donc il y a un très fort engagement de la sécurité sociale pour ces activités. Si l'on compare pour l'activité de greffe de cellules souches, ça correspond à approximativement à 166 millions d'euros par an pour les greffes de cellules souches, pour les greffes allogéniques, c'est-à-dire quand on reçoit la moelle de quelqu'un d'autre. Et pour ce qui correspond aux greffes d'organes et de tissus, ça correspond à environ 365 millions d'euros par an en 2021. Bon, je ne vais pas faire le détail parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si on va un petit peu dans le détail et qu'on voit comment sont organisées ces activités et quelle est la place de l'Agence de la biomédecine, je peux vous montrer par exemple que pour la direction procréation, embryologie et génétique humaine, tous les services sont à Saint-Denis, et qu'il y a 3 grandes équipes, la génétique, l'AMP, l'aide médicale à la procréation, et un pôle évaluation qui va servir à analyser les données d'activité qui remontent des professionnels, et que le champ de l'aide médicale à la procréation est extrêmement large. Je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez qu'il y a des pratiques cliniques et biologiques qui vont de l'insémination artificielle, de la fécondation et la conception des embryons in vitro avec leur transfert secondaire dans l'utérus, le don de gamètes et d'embryons, la cryoconservation des gamètes, des embryons et des tissus germinaux, soit au cours d'une procédure d'AMP, soit au cours d'une préservation de la fertilité. Mais vous savez que la loi permet aussi l'autoconservation non médicale des gamètes. Il suffit de vouloir conserver ces gamètes pour avoir accès à ces procédures. Il faut aussi rappeler que l'aide médicale à la procréation correspond à un projet parental et que les bénéficiaires aujourd'hui et depuis la loi de 2021 sont bien entendu les couples hommes-femmes, mais aussi les couples de 2 femmes et les femmes non mariées, seules, qui peuvent démarrer et mettre en route un projet d'enfant, un projet parental. Et toutes ces procédures vont avoir lieu dans des structures qui seront autorisées et qui auront été autorisées après la contribution et le travail de l'Agence de la biomédecine. Alors, les choses ont beaucoup changé en 2021 puisque la loi de bioéthique qui a été adoptée en août 2021 a rendu l'AMP accessible à toutes les femmes, qu'elles soient dans un couple homme-femme, dans un couple de 2 femmes ou qu'elles soient seules, monoparentales. Que cette loi a aussi permis l'accès aux origines pour les personnes majeures issues d'un don, c'est-à-dire qu'au terme de la loi, on pourra avoir des données identifiantes ou non identifiantes des personnes qui ont contribué à cette naissance, et qu'on peut également, j'en ai parlé tout à l'heure,
autoconserver ces gamètes en vue d'un projet parental ultérieur, puisque, vous le savez, la fertilité diminue avec l'âge. Les enjeux auxquels est très attachée l'Agence de la biomédecine sont des enjeux de qualité et de sécurité. Pour les donneurs de gamètes, le recrutement et la sélection des donneurs, l'information loyale sur les risques liés aux dons, le consentement libre et éclairé et le suivi de la santé après le don. Pour les bénéficiaires et les enfants, la qualité des pratiques, les conditions de culture, d'environnement, les dispositifs médicaux, la sécurité sanitaire, la sécurité identitaire et la traçabilité pour pouvoir répondre aux personnes qui seraient victimes d'une erreur d'attribution, et puis le suivi à moyen terme des grossesses et des enfants qui sont nés par ces procédures à plus long terme. Il y a donc un pôle d'AMP Vigilance qui est animé par l'Agence de la biomédecine et qui permet à chacun des professionnels qui va s'engager dans cette activité de proposer à ses patients un cadre de qualité et de sécurité de l'activité et des soins. La santé des femmes est également une préoccupation majeure. La direction PEG anime plusieurs groupes de travail sur le suivi de la santé des femmes et des enfants, sur la thrombose et l'AMP, et un groupe de travail sur le Covid et l'AMP. Comme dans toutes les disciplines, il y a eu un impact très fort de la pandémie sur l'activité d'AMP, et donc l'agence a été au premier plan pour répondre aux besoins des professionnels sur ces aspects-là. Informer des risques de l'AMP pour les femmes et les enfants est aussi une des missions, et on sait maintenant que les grossesses gémellaires, par exemple, sont à plus haut risque. Donc on peut répondre et on peut anticiper un certain nombre de problèmes qui sont traités par les groupes de travail et pour lesquels on peut avoir une idée peut-être un peu plus précise, soit lorsque les professionnels demandent, soit lorsque les associations ont besoin de ces informations. Les missions de l'Agence de la biomédecine concernent aussi les enfants qui sont nés du don, puisqu'il y a un suivi qui est proposé pour ces enfants qui sont nés du don. Et donc, on sait maintenant qu'on pourra proposer à l'ensemble des femmes, des couples qui s'engagent dans une démarche d'aide médicale à la procréation, un suivi sur le long terme de la santé de leurs enfants pour documenter et mieux comprendre ce qui se passe et quels sont les impacts de cette procédure sur la santé à long terme des enfants. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a la mission de l'agence sur la communication est une mission importante. Il faut informer, il faut agir pour transformer le savoir, la connaissance et l'environnement autour de ces métiers. Et plusieurs campagnes ont été de grands succès de l'agence. La campagne Merci, dont si on a le temps, je vous montrerai une petite vidéo à la fin de la présentation, vise à sensibiliser le grand public aux évolutions de la loi et notamment au nouveau public avec comme ligne, comme objectif de sensibiliser les gens sur le fait qu'il faut augmenter et diversifier le nombre de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. La campagne Accès aux origines a été incarnée par les personnes issues de dons et elle vise à donner une information aux donneurs. Le fait de donner ces gamètes va avoir un impact sur le fait qu'on sera obligé de donner des informations sur l'origine de ces gamètes lorsque ces enfants seront arrivés à leur majorité. Si on change de domaine et qu'on s'intéresse au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, il y a aussi à Saint-Denis trois grands pôles. Le pôle du registre français de greffe de moelle, qui est une plateforme de répartition des greffons de cellules souches hématopoïétiques, un pôle stratégie greffe et un pôle évaluation. Alors, l'objectif de l'agence, c'est d'améliorer et d'augmenter l'accès à toutes les sources de cellules souches hématopoïétiques. Le fichier national de cellules souches hématopoïétiques est augmenté de façon
raisonnée d'un peu plus de 20 000 donneurs potentiels par an. Alors, donner sa moelle, c'est un acte évidemment solidaire, et ça consiste à s'engager à donner sa moelle le jour où un donneur en aura besoin. Et le jour où un donneur en aura besoin, ça veut dire qu'on a identifié un certain nombre de paramètres, dont les caractéristiques HLA, par exemple, et que le jour où on aura un receveur qui a besoin de cette moelle spécifique, on viendra chercher les personnes qui se sont engagées à donner. Et le délai entre le moment où on déclare être donneur et où on rentre dans le registre et le moment où on est appelé, il peut être long, il peut être de plusieurs années. Et donc, on sait également que si on veut diversifier le don et si on veut améliorer la qualité du don, on a intérêt à avoir des personnes plutôt jeunes et plus d'hommes que de femmes, parce que les femmes, lorsqu'elles ont porté un enfant, sont susceptibles d'avoir développé des anticorps anti-HLA sur les groupes HLA de leur enfant, et que donc ça peut rendre leur moelle et leurs caractéristiques peut-être un peu moins utiles pour avoir un panel très très large de personnes dans le registre de greffe de moelle. Et donc on ne trouve pas toujours dans notre registre France Greffe de Moelle une personne compatible pour un don. C'est pourquoi l'agence est organisée avec 47 autres registres internationaux et est susceptible, lorsqu'il y a un besoin, de trouver le meilleur donneur dans le monde entier, partout là où il y a des registres, pour répondre à ce besoin. Et toute cette logistique de transfert de greffons de cellules souches hématopoïétiques va être organisée à l'agence par la direction CSH. Le sang placentaire est aussi une source alternative de greffons de cellules souches hématopoïétiques et on souhaite que cette source de greffons conserve toute sa place dans l'arsenal thérapeutique parce que, notamment pendant la récente pandémie, on a souvent pu avoir recours aux greffons issus de sang placentaire lorsque, par exemple, il y avait un doute sur les donneurs, par exemple, quand ils étaient dans d'autres pays alors qu'on ne pouvait pas déplacer les gens, ou quand on avait un doute sur le risque de contamination par un virus, notamment celui, le SARS-CoV-2. Alors, 2022 a été une année marquée par un début totalement inédit, parce que vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu un appel aux dons qui a été fait par une maman d'un enfant qui a mobilisé son réseau social, le Twitter, Instagram, etc. Et ça a généré une démarche de solidarité pour cet enfant. Et il y a eu un volume totalement inhabituel de gens qui se sont déclarés donneurs, en disant « on veut aider, on veut donner ». Un élan de solidarité que l'agence a salué dès le début, parce que c'est très rare d'avoir ce volume de donneurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on estime environ à 20-25 000 donneurs par an de cellules souches hématopoïétiques. Là, on a eu 90 000 propositions en quelques semaines. Donc évidemment, ça donne une très forte lisibilité à la démarche solidaire du don. Et donc, on s'est adapté. Il y a eu des aspects logistiques à gérer qui ont été gérés à l'agence. Et vous voyez, 91 000 demandes de préinscription, dont 72% de femmes et 28% d'hommes. C'est totalement inédit et c'est un élément de solidarité nationale, spontanée, qui va permettre d'élever très significativement le niveau de qualité des greffons de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, c'est un engouement qui nécessite aussi une adaptation particulière du traitement de ces demandes, tant dans les aspects logistiques que dans les aspects de coût, parce qu'il faut faire ces examens, il faut expliquer, et toute la campagne qui a commencé il y a quelques jours sur le don vivant de cellules souches hématopoïétiques est une campagne pédagogique. Je vous en montrerai, si on a le temps, aussi une petite vidéo à la fin. C'est une campagne de sensibilisation en 2 temps pour 2022. À partir du 28 mars, une campagne pédagogique grand public
pour rappeler les enjeux essentiels du don et inciter à se renseigner. Et puis avec une démarche très orientée sur les nouveaux outils, des capsules vidéo, des épisodes de podcast, des mailings de sensibilisation, etc. Et puis, dans un deuxième temps, à l'occasion de la journée mondiale pour le don de moelle, un volet orienté recrutement sera déployé, c'est-à-dire une rediffusion en digital du film de sensibilisation La Joggeuse, que je vous montrerai tout à l'heure, et des relations presse avec la sensation qu'un certain nombre de contenus ont démontré leur efficacité, puisque on a atteint près de 5 millions de vues de l'ensemble de ces campagnes. Le plan ministériel, on va aussi en parler tout à l'heure, c'est un plan qui va se dérouler de 2022 à 2026. C'est l'engagement du ministère et de la nation autour de 7 grandes orientations: le maintien et l'accès à toutes les sources de greffons, l'amélioration des conditions de prélèvement, de suivi de donneurs. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous verrez qu'à la fin, il y a poursuivre et adapter la communication sur le don non apparenté de cellules souches hématopoïétiques. On ne peut pas aller en profondeur dans chacune de ces actions, mais sachez que pour les professionnels, c'est ce qui va générer le cadre dans lequel ils vont exercer leur métier pendant les 5 années que va durer ce plan. Allons maintenant dans la dernière des directions métiers de l'agence, la greffe des organes et des tissus. Et c'est une direction qui est une direction historique, qui avant l'agence de la biomédecine s'appelait l'Établissement français des greffes. C'est une direction qui a des unités opérationnelles régionales dans les territoires. Près de 50 agents sont dans les territoires et sont les relais de l'agence de la biomédecine. Et puis à Saint-Denis, il y a un pôle qui est un pôle opérationnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le pôle national de répartition des greffons. Il y a la plateforme de répartition des greffons. Quand il y a un greffon disponible, c'est cette plateforme qui va définir quel est le meilleur candidat pour recevoir l'organe. Il y a le registre national des refus, qui est le registre sur lequel on peut déclarer de son vivant qu'on est opposé au prélèvement d'organes en cas de décès. Et il y a la liste nationale d'attente, qui est la liste sur laquelle sont inscrits les personnes en attente de greffe. Il y a au sein de la direction greffe organes tissus un pôle stratégie greffe, avec tous les groupes de travail qui vont y être animés, et un pôle évaluation des données. Très rapidement, 184 sites de prélèvement et 45 équipes de greffe rénale. Sur ces 184 sites de prélèvement, vous imaginez que tous n'ont pas la même importance, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'aucun greffon ne soit loupé dans la disponibilité pour les patients qui attendent sur la liste nationale d'attente. Regardez à quoi correspond cette activité. Vous voyez que si on regarde depuis 1996, c'est une activité qui a été en constante augmentation jusqu'en 2017-2018. Donc il y a eu une diminution, une baisse de l'activité qui n'était pas uniquement liée à l'activité pandémique et à la survenue de la pandémie. Vous voyez qu'il y a un nombre très important de prélèvements qui, eux aussi, ont baissé. Et vous voyez l'impact de la pandémie Covid qui a été très, très important, moins 25%. Alors, ce n'est pas que des chiffres, ça veut dire qu'il y a 25% des patients en attente d'une greffe qui n'ont pas été greffés quand on compare par rapport aux années précédentes. Le programme de donneurs à cœur arrêté Maastricht 3, vous voyez que c'est une source de greffons considérable. C'est une source de greffons qui a tendance à augmenter et le plan dont je vais vous reparler un petit peu après est un moyen pour encourager les équipes à prélever de plus en plus selon ce protocole parce que c'est autant d'organes qui vont permettre de répondre aux besoins des personnes sur la liste d'attente nationale. Et vous voyez qu'il y a la greffe des organes, mais il y a aussi la greffe des tissus. Et cette greffe des tissus, elle a un peu diminué en 2020, mais en 2021, on a pu avoir une remontée de la greffe des tissus. Il y a surtout
les 5600, c'est les cornées. Et vous voyez qu'on peut donner aussi des valves cardiaques, de la peau, des vaisseaux ou des os. Alors, les plans ministériels, c'est l'engagement du ministre de la Santé et des Solidarités dans ces domaines-là. L'agence contribue à 3 plans ministériels, un pour chaque grande direction. Et j'ai pris l'exemple du plan greffe, qui est celui qui est à sa 4e itération. Et vous voyez que l'objectif de ce 4e plan greffe, c'est retrouver le chemin de la progression, parce que c'est ce qu'attendent les patients qui sont sur la liste nationale d'attente. Il faut probablement un changement de méthode et un nouveau paradigme. Et ce changement de méthode, ça a été une très large concertation qui a été organisée par l'agence et qui a animé la démocratie sanitaire. On a fait dialoguer les associations de patients, les sociétés savantes, les représentants des professionnels avec les professionnels de l'agence. On a recueilli leurs attentes et leurs besoins et on a construit un plan dans le cadre d'un travail collectif pour présenter quelque chose qui réponde tant aux attentes des associations qu'aux besoins des professionnels. Et puis, on a pu présenter un plan qui a été travaillé ensuite avec les services du ministère, qui est un plan innovant et pragmatique, qui fait la part belle aux prélèvements multisources. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'organes pour pouvoir répondre à plus de besoins des patients qui sont sur la liste nationale d'attente, mais aussi piloter l'activité en continu et ne pas attendre la fin du plan pour se poser la question du succès ou de l'échec, et aller au niveau régional, territorialiser la réponse pour pouvoir répondre sur chaque territoire, dans chaque région, pour se demander si la réponse que l'on propose aux patients et aux professionnels est la réponse adéquate et comment faire pour l'améliorer, le cas échéant. Alors vous voyez, pour information, des objectifs chiffrés, réalistes, non pas un objectif dont on est presque sûr de ne pas l'atteindre, mais plutôt un intervalle qui est un intervalle de confiance entre une partie pragmatique et une partie ambitieuse. Et c'est qu'est-ce qu'il faut pour arriver à passer de la partie pragmatique à la partie ambitieuse. Pas de greffe sans prélèvement, il faut des prélèvements, et il faut donc pas d'opposition entre les attentes des associations et les besoins des professionnels. Et pour la première fois, depuis que les plans existent, ce plan fait l'objet d'un financement spécifique, un financement des mesures nouvelles, qui est en fait, qui peut être interprété comme combien je suis prêt à investir pour passer de la partie pragmatique à la partie ambitieuse. Combien je suis prêt à investir pour faire mieux. Et dans cette évolution, la greffe est plus considérée comme un parcours depuis la maladie chronique, parfois la dialyse quand c'est la greffe de rein, ou une situation intermédiaire quand c'est une greffe d'un autre organe, et puis le parcours du patient greffé après l'intervention qui a permis de remplacer son organe défaillant. Alors vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que l'activité de prélèvement, de greffe d'organes et de tissus correspond à 365 millions d'euros par an. Eh bien, l'engagement et le financement de ces plans peut atteindre jusqu'à 210 millions d'euros en 5 ans, ce qui est un chiffre considérable pour ce premier plan qui sera financé. Ça correspond à des nouveaux financements. La plupart de ces financements vont aller vers les équipes, vers les territoires, et il y a une petite partie du financement qui ira vers l'ABM, notamment pour financer les personnes qui vont être impliquées dans les audits et dans la formation des professionnels. Pareil pour l'activité l'AMP. L'AMP, la loi a élargi les publics, on parle de nouveaux publics. Ces nouveaux publics sont un volume très important d'activités et le ministère de la Santé et des Solidarités accompagne les professionnels avec des enveloppes adaptées pour recruter les personnels qu'il faut, acheter du matériel, etc. Et donc ça a commencé dès 2022. Ça fait l'objet d'un dialogue permanent entre les professionnels, les associations et l'administration, puisqu'il y a un comité de suivi qui est animé par l'Agence de la biomédecine, qui recueille les données d'activité et qui utilise ces données d'activité pour essayer de répondre au mieux aux difficultés qui peuvent être rencontrées
soit par les professionnels dans l'organisation des parcours de soins, soit par les patients, par exemple, dans les délais d'attente qui peuvent s'allonger quand il y a beaucoup de personnes qui demandent et peu de structures qui participent. Alors, quel impact sur mon activité ? C'était une des questions. L'Agence de la biomédecine veille à l'application de la loi et de la politique de santé. 2 de ces 3 missions sont à l'interface avec l'activité des professionnels. Les missions classiques, encadrer, évaluer, accompagner, autoriser, contrôler. Et puis les missions opérationnelles comme la plateforme de répartition des greffons, le registre national des refus ou le registre France Greffe de Moelle. Et donc, à chaque fois, les professionnels qui sont impliqués dans ces activités ont des interactions avec les équipes métiers de l'agence. Ce sont la majeure partie de ces missions qui vont être à l'interface avec l'activité des professionnels. Il reste des missions pour lesquelles les professionnels sont moins sollicités, comme la mission de communication ou la promotion du don. Alors, comment puis-je m'y impliquer ? D'abord, si vous êtes concerné par cette activité, et quelle que soit votre discipline, vous pouvez avoir accès à beaucoup de documentation, puisque c'est une documentation qui est en accès libre pour la plupart. Si vous êtes professionnel concerné par cette activité, vous savez que vous avez un accès à un portail professionnel, par exemple pour la gestion de la liste d'attente ou pour analyser la qualité du greffon qui est proposé pour votre patient. Et vous pouvez d'ores et déjà aller sur les très nombreux sites de l'agence pour télécharger, par exemple, ces plans ministériels pour savoir quelles sont les mesures qui vont impacter sur votre activité. Et puis, vous pouvez aussi vous impliquer en participant. L'agence de la biomédecine recrute des professionnels, recrute des médecins, recrute des biologistes, parce que pour animer ces groupes de travail, il faut des experts. Et les experts, c'est vous. C'est vous, et c'est riche de votre activité, en général dans une deuxième partie de carrière ou à temps partiel, des professionnels qui viennent et qui contribuent au travail qu'il peut y avoir dans par exemple, la rédaction des règles de bonne pratique. Là aussi, je vous encourage à aller voir sur le site de l'agence. Si vous êtes intéressé par cette activité dans votre domaine, pourquoi pas. Il y a, en ce moment, on recrute beaucoup on a plusieurs recrutements en cours dans le domaine de l'AMP, par exemple. Et donc, on a besoin de biologistes, on a besoin de médecins et on a besoin de gens impliqués qui ont eu un parcours précédent et qui viennent mettre en valeur leur expertise au sein des groupes de travail de l'agence. Et puis, pour terminer, j'aimerais finir sur ce qui est notre message. C'est que l'agence, en fait, c'est un regroupement d'experts qui consacre toute son énergie à la solidarité dans le cadre du don de soi, c'est-à-dire le don d'une partie de soi-même pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Ça concerne tout ce qu'on donne, sauf le sang. Les organes, les tissus, les cellules souches hématopoïétiques, le lait maternel, les spermatozoïdes, les ovocytes, les embryons. Et donc, toute cette activité, elle est structurée autour du don, autour de l'aspect de la solidarité. C'est comment je peux aider quelqu'un qui a besoin de moi. Alors, cette fois-ci, c'est pas en faisant quelque chose, mais c'est en donnant. Et on dit souvent que donner rend heureux. C'est vrai, je le crois profondément. C'est surtout l'occasion de mettre en tension une chaîne de solidarité. Et l'exemple du don, de l'appel au don pour ce petit garçon qui a eu lieu au début de l'année 2022 est une bonne illustration de cet élan de solidarité et de ce rôle de la solidarité dans le don qui conduit à la vie. L'Agence de la biomédecine ne fait pas de recherche elle-même. Ce n'est pas un site de recherche si l'on considère la recherche fondamentale. Elle contribue à la recherche parce qu'on finance des projets de recherche. On a 2 appels d'offres recherche qui étaient jusqu'à présent de 400 000 € chacun, AMP, greffe, organes et tissus, chacun 400 000 € chaque année. À partir de l'année prochaine, le financement des greffes, organes, tissus va augmenter de 50%, on va financer 600 000 € de recherche. Et ces appels à projets, c'est la vitalité des équipes de recherche de notre pays.
Et je voudrais juste vous dire que, là j'ai mis ça comme exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, on développe un savoir-faire qui est unique. Ce savoir-faire unique nous a amené à pouvoir proposer et à transformer en soins courants la greffe d'îlots de Langerhans. Ça veut dire que les personnes diabétiques peuvent aujourd'hui soit recevoir une greffe avec un rein et un pancréas pour répondre à leur diabète, soit recevoir, s'ils n'ont pas besoin de greffe rénale, uniquement une greffe d'îlots de Langerhans. Et ça change la nature de la maladie, parce que parfois on arrive à se passer complètement d'insuline quand on a été diabétique, et c'est le résultat d'une vingtaine d'années de recherche, dont une partie a été soutenue par l'Agence de la biomédecine. C'est une très grande fierté de pouvoir faire ça pour l'Agence de la biomédecine. C'est un moment très important, le moment des appels d'offres recherche, parce qu'on voit la vivacité de notre tissu et de notre réseau professionnel, et c'est quelque chose de très très encourageant pour l'avenir. Et puis je voudrais dire qu'il n'y a pas que la recherche scientifique médicale qui va aboutir à des prouesses techniques ou à des changements pour la prise en charge médicale des patients. Il y a aussi la recherche dans les sciences humaines. On est capable, avec les registres qu'on gère, d'avoir un certain nombre d'analyses sur l'impact de la maladie, sur la qualité de vie, sur l'impact des traitements, sur l'insertion professionnelle. C'est aussi de la recherche, et l'Agence de la biomédecine, à travers ces registres, participe à cette recherche et contribue à mieux comprendre les maladies. Et mieux comprendre les maladies, c'est donner les outils pour qu'on puisse adapter l'environnement, et adapter l'environnement aux patients, c'est-à-dire rendre plus bienveillant notre environnement aux patients qui souffrent et qui ne peuvent pas s'écarter de la maladie. Vivre avec une maladie chronique, c'est vivre. C'est vivre dans le même monde que vous et moi, et que tout le monde. Et la recherche, lorsqu'elle est faite avec l'objectif d'améliorer les conditions, permet d'agir un peu sur ces conditions pour que la vie des patients malades chroniques soit un petit peu moins difficile par la solidarité et l'action de tout le monde. C'est cela le message du don à la vie qui accompagne l'Agence de la biomédecine. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis à vous pour les questions. Il y a plein de questions, bien évidemment. Alors, je vais les prendre un peu dans l'ordre où elles arrivent. Une question, l'Agence de la biomédecine est-elle une spécificité française ou bien existe-t-il, des instances équivalentes à l'étranger ? Alors, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations similaires à l'étranger, et ces organisations similaires qui sont en général des organisations qui ont été pensées pour la greffe d'organes. Et donc, il y a des agences de répartition des organes. Ce ne sont pas toujours des agences d'État, ça peut être des organisations. En tout cas, ces organisations se réunissent. Vous en connaissez peut-être une qui s'appelle Eurotransplant. Elles permettent d'avoir des répartitions de greffons, par exemple, en Europe. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle la SAT, South Alliance for Transplantation, qui est une alliance des organisations de répartition des greffons du sud de l'Europe, enfin le sud qui nous convient, hein, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, la Suisse, et puis on a la Grèce qui est aussi, et cette alliance est en ce moment présidée par la France, et comme c'est moi le directeur médical de l'Agence de la biomédecine, c'est moi qui préside cette alliance. Donc oui, il y a une organisation et un dialogue nourri. Par exemple, lorsqu'il y a une directive européenne qui concerne une partie des métiers de l'Agence de la biomédecine, eh bien, c'est les experts de l'Agence de la biomédecine qui vont contribuer à enrichir le dialogue avec la Commission européenne et le ministère de la Santé pour arriver à des directives européennes qui soient le plus adaptées possible à l'activité. Merci. Autre question qui concerne les greffes et la formation des professionnels et l'organisation des soins. Une homogénéisation, standardisation des protocoles de soins et de surveillance, en particulier pour les enfants, est-elle d'actualité,
Même question pour l'évaluation des pratiques des différents centres. Alors là aussi, c'est une bonne question. La réponse est un peu longue pour être détaillée, mais on peut trouver la réponse dans le plan que vous pouvez télécharger sur le site de l'agence. Alors oui, il y a une volonté d'harmonisation. Harmonisation, c'est peut-être pas le bon terme. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des règles de bonne pratique et qu'on puisse proposer des règles de bonne pratique. Donc il y a des groupes de travail. Les groupes de travail, c'est pas simplement quelques personnes qui se réunissent pour travailler, c'est assez formalisé. Il y a des comptes rendus, des invitations, et il y a ces groupes de travail permettent d'instruire des propositions de règles de bonne pratique. Ces règles de bonne pratique ont ensuite vocation à être diffusées vers les professionnels, et c'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'harmonisation, même si c'est pas exactement de l'harmonisation. Et puis il y a à l'agence, parmi les pôles transversaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pôle formation, qui est un pôle qui est orienté sur la formation des professionnels. On a un catalogue de formation qui est assez étendu et qui permet de former la plupart des professionnels qui seront en région ou qui vont contribuer. Souvent, c'est pour le prélèvement. Souvent, ça peut être des formations, par exemple, pour l'abord des proches ou pour l'échange qu'il peut y avoir entre les professionnels. Et donc, oui, il y a une volonté d'harmonisation de ces formations. Et puis enfin, dans le plan 2022-2026, il y a une partie formation pour les internes, puisqu'il y a une école qui s'appelle l'école de formation au prélèvement d'organes, qui va devenir une formation inscrite au catalogue de l'agence, et cette école forme environ 50 personnes chaque année au prélèvement multi-organes. Et donc c'est une autre manière d'essayer d'élever le niveau de qualité et le nombre de prélèvements multi-organes. Alors, j'ai encore des questions, mais on va faire un test pour ces fameuses vidéos dont tu nous parlais. C'est une campagne qui s'appelle Merci, dont l'objectif était de sensibiliser le grand public à la diversité des publics liés aux dons. Alors ça, c'est une vidéo qui cherche à expliquer et sensibiliser les gens aux dons de moelle osseuse, de cellules de souche hématopoïétique. T'as fait 1 heure. Sérieux, je suis trop contente. Si Clara a pu se dépasser aujourd'hui et aller au bout de cette course, c'est grâce à Théo. Théo, c'est lui. Et lui, le sport, c'est vraiment pas son truc. Ça va. Ils ne se connaissent pas, mais il lui a donné un peu de sa moelle osseuse. Finalement, c'est pas si dur de sauver une vie. Dans la grande majorité des cas, un prélèvement dans le sang suffit pour faire un don de moelle osseuse. Vous aussi, inscrivez-vous pour devenir donneur et un jour sauver une vie. Alors, j'ai une autre question d'un jeune collègue de l'assistance, mais finalement qui est plus une question d'un donneur potentiel que d'un médecin. La question est, si je suis inscrit sur le registre de donneurs de moelle et que des années après, je suis contacté, comme tu dis, le délai peut être long, et que j'ai changé d'avis, je peux plus, je veux plus, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien, donc, parce qu'on dit non. On peut dire non, et puis on peut être dans une situation où on ne peut plus donner. On peut vouloir et ne pas pouvoir, et on peut pouvoir et ne pas vouloir. Tout est respectable. Pas mal de questions qui viennent notamment sur l'impact de la guerre en Ukraine et finalement de réfugiés humanitaires qui peuvent venir en France et qui peuvent avoir besoin de soins médicaux potentiellement lourds et qui rentrent dans le cadre des activités encadrées par l'ABM. Est-ce que c'est arrivé déjà ? Comment est-ce que c'est anticipé ?
Oui, oui, c'est arrivé et c'est anticipé puisqu'il y a eu une directive qui a ouvert les droits pour les personnes qui sont réfugiées d'Ukraine, les droits identiques que pour tout le monde. Et donc, il y a eu récemment, ça a été médiatisé, par exemple, le voyage d'un hématopédiatre qui est allé récupérer quelques dizaines d'enfants qui étaient en attente d'une prise en charge hémato et qui sont arrivés et qui ont été répartis dans les hôpitaux français. Très bien. J'avais une question qui, avec mon biais entre guillemets de spécialité qui est la radiologie. Alors c'est pas du biologique, mais les images médicales deviennent de plus en plus importantes en quantité et par l'impact qu'elles ont dans la prise en charge des patients. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on voit arriver dans ce domaine aussi, comme il y a eu quelques années par les laboratoires, des fonds d'investissement qui viennent racheter des grands groupes, etc. Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'encadrement de ces images qui sont pas des vivants, mais qui n'en sont quand même pas très éloignés. Est-ce que c'est une question que l'agence se pose, dont elle veut se saisir ? Alors à l'agence, évidemment, on est très 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 attentif sur les aspects déontologiques d'une part et de lien d'intérêt. Donc on fait très 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 attention qu'il n'y ait pas de lien d'intérêt dans tout ce qui peut concerner le périmètre d'activité de l'agence. Ça peut aller d'images, comme tu dis, mais simplement par exemple de la présence à un congrès ou de l'envoi d'un mailing. Qui peut être, on fera très attention à ce qu'il n'y ait pas un bandeau publicitaire, par exemple, auquel puisse être associé le nom de l'agence. Pour les images en particulier, il y a aussi un autre domaine dans lequel on est très impacté, c'est que aujourd'hui, pour faire un choix d'un greffon, parfois, on peut avoir besoin de voir une image radiologique, un scanner ou une radio. Et aujourd'hui, dans notre système d'information, on est capable de partager une image scanner ou une image radio entre la structure où l'organe a été prélevé et le professionnel qui va utiliser cet organe pour faire la greffe. Donc oui, il y a un aspect très important lié à la diffusion des images, mais évidemment, on est très 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 attentif aux aspects conflits d'intérêts, et donc on regarde qui produit, lorsqu'il y a une vente de ces images, qu'est-ce qu'il y a autour, et on tient à ce que l'ensemble des activités de l'Agence de la biomédecine soient totalement exemptes de tout conflit d'intérêts. Une autre question sur le forum, est-ce qu'il y a des âges limites supérieurs et inférieurs pour être donneur ? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge peut-on donner ? Donner quoi ? Un organe, un rein ou les cellules souches, les deux questions ont été posées. Pour chaque spécialité ou pour chaque organe, il peut y avoir des limitations. Sachez que pour les organes solides, les reins, le cœur, les poumons, il y a des organes qu'on ne peut pas donner de son vivant. Et donc la question ne se pose pas de l'âge limite, elle se pose pour les donneurs en état de mort encéphalique, et c'est plus l'âge physiologique ou l'état physiologique de la personne, du défunt, qui rentre en ligne de compte qu'un âge civil. Pour les spermatozoïdes et les ovocytes, là il y a des âges très précis, je vous invite à aller voir sur le site. Évidemment, on comprend bien que une personne de 70 ans ne pourra pas donner des spermatozoïdes et bien entendu pas des ovocytes. Et pareil pour les dons de cellules souches hématopoïétiques, il y a des âges précis. Et puis je vous rappelle qu'un message fort, c'est qu'on cherche des donneurs hommes. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de donneurs femmes, mais ça veut dire que pour renforcer la qualité de notre registre, on a besoin de monter un peu le nombre de donneurs hommes. Une autre question, est-ce que c'est possible de faire des dons d'un pays à un autre ? Alors, si la question c'est est-ce que je peux changer de pays et aller donner un organe dans un autre pays, si un membre de ma famille habite dans un autre pays, pourquoi pas, mais en principe, on donne dans le pays où on est résident. Donc, ce qui peut arriver, c'est que lorsqu'on a un don d'organe, lorsqu'on veut faire un don du vivant, c'est-à-dire un don, par exemple, d'un rein à son frère ou à sa sœur ou à son mari ou à sa femme,
Eh bien, oui, on n'est pas obligé d'être résident et on peut être pris en charge parce que cette partie-là de l'activité sera une activité qui sera réalisée dans l'hôpital où va avoir lieu la greffe. Et donc, il sera pris en charge dans le même hôpital et il y a des adaptations, notamment en termes de financement. C'est une des façons dont on peut accueillir un certain nombre de patients étrangers pour des greffes d'organes. Et sinon, oui, on peut faire les greffons peuvent traverser les frontières, puisque, par exemple, pour les cellules souches hématopoïétiques, c'est très fréquent que le don provienne d'un autre pays. Merci beaucoup. Je regarde l'assistance pour voir s'il y a des questions, mais je ne crois pas. Donc, eh bien, écoute, on va encore te remercier infiniment, Michel, pour cette intervention. Merci beaucoup. Je vais faire une micro-conclusion pour vous remercier encore de votre présence. Pour vous dire, il y a eu des questions sur les 2 sujets flash dont j'ai parlé. Je pense que les sujets sont assez importants pour que probablement on les développe probablement pour des futurs jeudis de l'ordre. Donc restez branchés. Et sur ce, je vais clore cette soirée en vous remerciant encore de votre présence. Merci beaucoup.